voilà comment ça va se dérouler. Mais pour commencer, parce que je vais prendre un peu le fil, et pour lancer un peu les conversations, on va poser une question un peu directe, un peu concept, un peu définition. Qu'est-ce qu'on entend par innovation? On est dans un contexte avec différentes thématiques. On en disait tout à l'heure. Des fois, c'est un peu galvaudé, utilisé de différentes manières. Elle peut être déclinée, innovation pédagogique, innovation sociétale, innovation technologique, de rupture. Donc, si on veut mettre petite définition, est-ce qu'on peut mettre une définition sur l'innovation? Je commencerai par Hervé Karadex, si vous voulez bien prendre le micro. Oui, c'est un vrai défi parce que finalement, ça renvoie à Schumpeter, c'est ce que vous dites sur l'innovation, celui qui a quand même beaucoup écrit en économie là-dessus. Très clairement, quand on a commencé dans les travaux du CNIRE, on s'est posé la même question. On a trouvé un nombre incommensurable de définitions en se disant que fondamentalement, c'est un moment du processus de changement, l'innovation. Et le deuxième point qui nous était paru important, c'est l'idée d'un changement de posture, quelque part, dans sa pratique. Et je ne vais pas vous redéfinir l'innovation. Je crois sincèrement qu'il y a un enjeu dans notre institution. Notre institution se situe dans l'État. Et il y a une nécessité fondamentale de repenser ses pratiques régulièrement pour éviter de faire toujours la même chose. Et je crois que quand on a étudié les classes, les professeurs, les établissements, on s'est aperçu qu'il y avait des facteurs extrêmement intéressants et que tout l'enjeu était finalement de valoriser les choses nouvelles qui se passaient et quelque part de leur donner une forme institutionnelle mais sans les bloquer. Pour commencer, c'est tout ce que je veux dire. Mais moi, je voudrais dire une chose encore. Je trouve ça assez formidable d'avoir du temps suffisamment pour poser des questions. Et encore une fois, que toutes vos questions sont bienvenues. Là, je crois qu'on est dans une configuration qui est extrêmement intéressante. Et entre autres, par rapport à ceux qui sont déjà dans des processus innovants parmi vous, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment est-ce que vous ressentez votre pratique et même d'afficher les difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer. Donner une définition, c'est plus que complexe. Et en effet, c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus. Et puis tout à l'heure, il y avait moi j'avais un mail, d'une association qui s'appelle TOT, qui est une association pour la réussite des élèves, et qui parlait d'innovation sociale. Et eux, la définition qu'ils en donnaient, c'était toute idée nouvelle qui pourrait répondre à un besoin établi. J'ai enlevé tous les termes sociaux. Et du coup, je trouve que c'est simple, clair, et que la notion, alors il y a nouvelle, donc notion de changement, etc., et il y a aussi la notion de besoin. Alors on avait beaucoup discuté et réfléchi autour de ça. La notion de besoin, elle n'évacue pas non plus la notion de plaisir. Parce que, me semble-t-il, dans la notion d'innovation, il est important que les acteurs, tous les acteurs, que ce soit donc les enseignants, que ce soit à tout niveau, mais aussi les élèves ou étudiants, soient vraiment là-dedans et qu'ils en éprouvent, ils en retirent du plaisir. Ça me paraît fondamental et pas une question annexe. Néanmoins, ça répond à un besoin. Alors au niveau de l'éducation nationale, les besoins, ils sont de tous ordres. Ça peut être des besoins d'inclusion. Et vous avez un atelier justement autour de ça. Ça peut être tout ce qui concerne aussi l'inégalité scolaire, les élèves en difficulté. Et le conseil dont on faisait partie précédemment était le CNIRE, le RE, c'était pour la réussite éducative. Donc comment faire pour que tous les élèves soient mis en réussite? Ça, ce sont deux grands besoins, on va dire, actuels. Mais il y en a évidemment énormément d'autres. Et je trouve que cette définition simple, finalement, moi, me convient bien. Toute idée nouvelle qui correspond à un ou des besoins établis. Ouais, cette définition me va très bien. Merci Françoise. Ce que je dirais, c'est que effectivement, on essaye d'innover dans ce format. C'est la première fois que ça se fait ici, en tout cas à ma connaissance, et ça va être. Mais on voit bien qu'une innovation, ça ne veut pas dire que ça s'est jamais fait nulle part ailleurs. Ça veut peut-être dire que c'est la première fois que nous-mêmes on fait quelque chose de nouveau. Mais il y a des choses, une partie des innovations pédagogiques, Socrate les avait pensées. Donc c'est pas pour ça qu'on les pratique au quotidien. Donc cette capacité à réinventer des choses tout en les adaptant aux besoins locaux, je pense que c'est un aspect essentiel. Et donc si on a choisi ce format, c'est justement pour partir des besoins locaux et partir de vos questions,
de façon à pouvoir être au maximum utile à l'intelligence collective qui est dans la salle et dont on ne fait que représenter une petite partie en essayant d'accompagner cette journée. Vous aurez d'autres moments qui vous permettront de creuser dans d'autres manières. Mais, et je m'adresse en particulier à ceux d'entre vous qui se destinent à ces beaux métiers de l'enseignement, que ce soit dans le scolaire ou dans le supérieur ou dans la formation continue, puisque le rapport que tu évoquais tout à l'heure a été remis à 3 ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel les innovations technologiques progresse à une vitesse faramineuse, et comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on s'adapte à ça, et comment nous, en tant qu'enseignants et formateurs, on accompagne les gens dans cette transformation. Donc comment on repense nos propres statuts et notre propre manière de faire, de façon à accompagner chacun, pour que chacun puisse s'approprier au mieux les progrès technologiques, et à l'heure où certains peuvent avoir un certain nombre de craintes qui peuvent être justifiées pour certaines. Un complément? Oui, moi j'aurais envie de poser la question à la salle. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est renversé là, du coup. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'innovation en fait? Comment est-ce que vous ressentez ce terme et qu'est-ce que vous attendez par rapport à ça? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Alors, moi, je fais partie de la salle, du coup. Et, non, parce que l'innovation, finalement, moi, en tant qu'enseignant, je me la suis posée à un moment donné où il y avait un changement de public, un changement de contexte. Et moi, je reprends un mot, c'est la notion de plaisir aussi. Parce qu'il y avait des postures qui ne correspondaient plus trop à certaines choses, aussi à certaines genres de génération. Et du coup, on tente quelque chose pour essayer, nous, de se repositionner, d'être dans un moment de plaisir. Hein. Voilà, vraiment, on change la façon d'enseigner et on tente quelque chose, mais pas de manière brutale. Moi, ce que j'avais peur dans l'innovation, quand j'entendais parler souvent de l'innovation pédagogique, c'est que ça soit trop brutal. Et ce que j'ai fait, moi, en tant qu'enseignant, à ma petite échelle, c'est de tenter des petites expériences. Et là où j'ai trouvé, et ce que je dis souvent, hein, c'est que j'ai tenté. Et du coup, c'est quand même ça ne devient pas addictif, mais parfois aussi. Dans le sens que là, il faut après avoir moi, ce que j'ai ressenti comme crainte, c'est que ça ne soit pas trop tout le temps tenter innovation pour l'innovation, mais vraiment trouver des enjeux à certaines périodes où là, il faut tenter certains formats, certains modes d'interaction, etc. Donc, je l'ai ressenti en tant que besoin, parce que voilà, ça a été dit, une notion de plaisir, d'interaction nouvelle avec les étudiants, et l'innovation se situe là. Pour moi, l'innovation, c'est tenter quelque chose, sortir du cadre, si on le dit, on est parfois préformaté ou on a du mimétisme, je reprendrai certaines expressions, et tenter sortir de cadre, c'est une partie de l'innovation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui veulent compléter dans la salle ? Bonjour, donc moi je suis conseillère pédagogique, donc je suis amenée à accompagner les enseignants, qu'ils soient débutants ou confirmés. Et moi, cette idée d'innovation, quand j'en parle à ce public, ça me pose un petit souci, cette idée de nouveauté. Et Monsieur Tadi, je vous remercie, enfin, vous m'avez un peu rassurée, parce qu'effectivement, quand on parle avec les enseignants et qu'on leur parle d'innovation, ils s'attendent toujours à ce qu'on voit en eux des choses révolutionnaires qui sont qu'on n'a jamais vues ailleurs, etc. Et quand je suis face à des enseignants qui travaillent sur ce sentiment de compétence auprès de leurs élèves, qui travaillent sur ce Graal pédagogique qu'on cherche tous, qui est la motivation intrinsèque, ben, on se dit qu'on est sur des principes, comme vous le disiez, qui remontent à bien longtemps, de même que la classe inversée. Socrate en avait une idée déjà très précise. Donc c'est cette idée aussi de libérer un petit peu, de démythifier un petit peu tout ça et de travailler avec l'urgence du quotidien, l'urgence de la classe, et d'aller sur des choses qui sont simplement peut-être à renouveler, effectivement, à questionner, mais pas forcément. Moi, j'ai des collègues dans le rural qui font de l'innovation pédagogique sans tablette, sans TBI, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Et je crois qu'il y a ce travail-là aussi qu'on a à mener quand on lance des projets labellisés innovation pédagogique. On se trouve souvent face à des enseignants qui n'osent pas dire, parce que ça n'est pas. Ils s'attendent à ce que ça soit pas assez révolutionnaire, pas assez casser les codes. Pourquoi casser les codes quand il y a des choses qui fonctionnent et qu'on aurait tout simplement à revitaliser. Voilà. Mais merci. Peut-être pour rebondir, enfin pour
rajouter quelque chose à ce que vous dites. En effet, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui ont un label Action innovante et d'autres qui font des choses qui sont tout à fait intéressantes, pertinentes, innovantes, donc, mais qui ne le pensent même pas. Tout à fait. Et ça, c'est en fait le commun. Et finalement, il y a beaucoup plus de choses novatrices qu'on ne croit et au sein même du service public. Oui, il y a une image de l'innovant qu'on a rencontré régulièrement dans les enquêtes du CNIRE. C'est finalement le professeur qui est un peu le professeur tournesol dans son établissement, qui fait des trucs formidables, qui y passe un temps considérable, qui est extrêmement investi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est souvent un moteur. Mais le problème, c'est qu'il est souvent tout seul et que lorsqu'il quitte l'établissement, lorsqu'il est muté, etc., le projet innovant se casse la figure, en clair. Un des enjeux de l'innovation, on va y revenir ensuite, c'est l'accompagnement, mais c'est aussi le travail d'équipe. C'est que ce professeur très innovant au départ, et qui certainement le sera tout au long de sa carrière, a besoin d'être accompagné, il a besoin de former une équipe autour de lui. Alors, je voulais dire aussi une autre chose sur les deux sources de l'innovation quand même dans les établissements, il faut bien le dire. Il y a une source très positive, qui est le désir de faire autre chose, qui est le plaisir qu'on peut y prendre. Puis il y a une autre source, qui est celle des difficultés qu'on rencontre avec les élèves. Quelquefois, les publics changent tout le temps d'ailleurs. Et finalement, à ce moment-là, devant certaines difficultés rencontrées avec les classes, les professeurs mettent en œuvre des stratégies innovantes, quelque part par nécessité. Et là, un des enjeux de l'accompagnement, c'est de passer de cette nécessité à une démarche positive, de plaisir, et à une démarche aussi qui soit mutualisable. Ça, je pense qu'on va en reparler. Juste pour donner les interactions à la salle, puisqu'il y avait une question, c'est la première qui est arrivée, donc je vais lui donner la faveur de mon pronostic sur les premières questions qui arrivent. Pourquoi innover une équipe qui change ? Si une équipe qui gagne, qui réussit, une équipe qui gagne, ouais, c'est justement dans le changement que j'arrive plus à parler. Pourquoi une équipe qui gagne ? Pourquoi changer cette équipe ? Alors finalement, ça fonctionne. C'est une question qui peut être intéressante à se poser. Si on réussit tout ce qu'on fait, est-ce que c'est nécessaire d'innover ? Et si ça réussit, est-ce que l'innovation est si nécessaire que ça ? Ou est-ce que finalement, s'ils ont réussi, c'est parce que finalement, ils ont trouvé une harmonie. Et finalement, c'est une innovation de trouver de l'harmonie. Je ne sais pas. En fait, ce que ça questionne d'abord, c'est qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Qu'est-ce que c'est une équipe qui réussit, surtout en termes éducatifs ? Sur la notion de réussite, déjà, c'est complexe. Après, si l'équipe pense qu'elle a réussi, c'est-à-dire que les élèves... Moi, j'aurais plusieurs réponses. Ça peut être la réussite aux examens. Ça peut être des élèves qui réintègrent un établissement qui sont de moins en moins absents. Ça peut être une vraie mixité sociale ou une vraie mixité sexuée aussi. Enfin, il peut y avoir plein de choses là-dessus. Mais c'est peut-être d'abord se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire la réussite ? Pourquoi est-ce que je pense que mon action, là, elle réussit ? Et par rapport à ça, après, voir s'il y a des vecteurs ou pas, des choses qui peuvent être améliorées. Je crois que tout est toujours améliorable. Mais après, il n'y a pas non plus nécessité d'innover, de changer, si on pense que ce qu'on est en train de faire fonctionne. Mais c'est quand même, moi, ce qui me questionne, c'est la notion de réussite. Je crois qu'il y a interrogé. Oui, je crois qu'en classe préparatoire, on réussit très bien, quelque part, en termes d'examen. Et je crois qu'en classe préparatoire, on pourrait avoir des pratiques certainement beaucoup plus innovantes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le monde change. Et donc, les pratiques qu'on avait, qui nous ont peut-être aidé à gagner les parties précédentes, ne vont pas forcément nous aider à réussir les parties à venir. Donc ça, c'est une première dimension. Par exemple, on a décidé, et c'est fort heureux, de scolariser beaucoup plus de jeunes qui pouvaient avoir tout un tas de difficultés. Les aider à réussir, c'est pas forcément avec les pratiques qui faisaient réussir d'autres types d'élèves. Donc rien que ce genre de choses, sans compter les nouvelles technologies ou autres, peuvent nous amener à nous interroger sur les meilleures manières de fonctionner. Il y a des pays entiers dans lesquels on a par exemple des professeurs de réussite. Et on se réunit pour discuter de comment est-ce qu'on peut faire réussir chaque élève. Est-ce que la réussite, c'est la réussite de tous ou est-ce que c'est la réussite de certains ? Est-ce que c'est la réussite à un concours ou c'est la réussite dans la vie ? Enfin, il y a plein de manières de définir cette réussite de toutes les manières. Et ne serait-ce que s'interroger sur nos pratiques, même si elles nous ont permis de gagner beaucoup de choses jusqu'à maintenant, c'est pas forcément du temps perdu.
Donc je pense que même une équipe qui gagne est une équipe qui évolue. Et je pense qu'elle gagne d'autant plus qu'elle sait évoluer. Alors c'est mon côté biologiste de l'évolution, donc je suis un peu biaisé. Hein. Mais il m'a semblé que le monde était en perpétuelle évolution. Un groupe de questions qui arrive sur l'anxiété, sur des élèves aussi, des nouvelles générations, X, Y, Z, C, connectés. Le positionnement par rapport de l'innovation par rapport à ces générations. Alors, François Tadé, il l'a rappelé, hein, il y a un monde qui change, qui bouge, et on a en face de nous des publics qui changent, mais il y a des enquêtes PISA, là c'est un élément qui revient, où on relève l'anxiété des élèves. Est-ce que l'innovation peut être un moyen, l'innovation pédagogique en l'occurrence, ou l'innovation sociale, aussi sociétale, est-ce que c'est un moyen de répondre à cette problématique qui émerge, ou qui est existante, mais qui est encore plus relevée de nos jours? Oui, l'école française est anxiogène. Enfin, ça, je crois que les enquêtes l'ont montré. Et on l'a vu à de très nombreuses reprises en se rendant dans des établissements. Ça renvoie à une question qu'on a beaucoup réfléchi et qui globalement beaucoup réfléchi dans le système éducatif, qui est celle de l'évaluation en particulier. Il y a des formes d'évaluation qui sont beaucoup moins anxiogènes, à condition que les évalués comprennent comment ils sont évalués, qu'ils comprennent les consignes qui leur sont données. Là-dessus, je crois qu'on a un énorme travail, et ça je pense que pour tous les jeunes qui sont ici, même les moins jeunes d'ailleurs, la réflexion sur l'évaluation, elle est tout à fait fondamentale. Je crois que lorsqu'on aura progressé par rapport à ça, et on est en train de progresser par rapport à ça, on aura fait un grand pas. Et ce n'est pas une question de note ou pas de note. Hein. On peut noter avec une évaluation sur 20, on peut mettre des couleurs, en partant du rouge foncé au vert, au bleu clair, c'est ça. L'élève qui aura toujours 5 sur 20, qui aura toujours des rouges et qui aura toujours des moins, ça ne change pas grand-chose en fin de compte. Et là-dessus, il y a un vrai travail que peut faire l'école, qu'elle est en train de faire, d'ailleurs, je ne suis pas pessimiste là-dessus, sur la façon d'expliquer l'évaluation, l'expliquer aux jeunes évalués, l'expliquer aux parents, parce que c'est une contrainte très forte sur l'évaluation. Vous savez qu'on a mis en place, il y a eu pas mal de collèges qui ont suspendu l'évaluation sous forme classique notée. Ça a eu des résultats intéressants, ça continue à en avoir d'ailleurs. Je crois que le chantier est considérable et que l'école serait beaucoup moins anxiogène si l'école française évaluait différemment. Oui, je crois que du coup, ça rejoint aussi ce dont on parlait tout à l'heure, la notion d'évaluation, la notion de réussite, et donc en creux, la notion d'échec. Donc les élèves, alors particulièrement dans notre système éducatif, ont peur d'être en échec, de ne pas réussir, de ne pas poser de questions, de ne pas poser la bonne question, de poser une mauvaise question, etc. Et du coup, moi, ça me fait penser au rapport de François Tadei, où justement, tu remets bien qu'il faut travailler ça et qu'il faut pour que chacun ait conscience et que dans l'innovation, il faut arriver à montrer à ce que chacun ait conscience de ses compétences, des compétences qu'il a acquises. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Déjà, la notion de compétence, maintenant, je crois qu'on y est, mais enfin, ça fait quand même, on a mis sacrément d'années pour arriver à ça, déjà, à le reconnaître. Et donc maintenant, il va falloir arriver à ce que chacun, tous, adultes et élèves, aient conscience des compétences qu'ils ont acquises. Et après, chemin faisant, ils verront aussi celles qu'ils ont à acquérir, mais déjà que chacun ait conscience qu'il en a. Et moi, j'ai été frappée, alors en tant que proviseur, on avait décidé avec le CPE de voir les parents et les élèves, tous les élèves qui étaient absentéistes l'année dernière, on les réinscrire pour travailler autour de l'orientation, leur projet, enfin, etc. Et donc, dans le petit questionnaire qu'on s'était fait, il y avait quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. C'était terrifiant, parce que ces élèves donc, qui étaient absentéistes, leurs points forts, ils ne les trouvaient pas. Il fallait vraiment insister lourdement pour dire, mais si tu en as, si tu as des qualités, s'il y a des choses qui font que tu peux avancer. Mais c'était à chaque fois, moi ça a été une vraie prise de conscience de voir, alors l'image peut-être que le système aussi leur renvoie, ou en tout cas plein de choses leur renvoient, et peut-être pas seulement le système scolaire, qu'ils sont en échec et donc du coup qu'ils ne sont pas bons. Et c'était très compliqué d'arriver, enfin long en tout cas, pour arriver à pointer une ou deux choses, des choses qui étaient positives chez eux. Donc je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Je pense que la capacité à la bienveillance pour s'opposer à l'anxiété me paraît essentielle. D'ailleurs, les pays qui ont moins d'anxiété scolaire en moyenne que nous sont des pays dans lesquels on est passé d'une logique de contrôle à une logique de confiance.
une logique de compétition et une logique de coopération. Et c'est vrai pour les élèves, c'est vrai aussi pour les adultes, hein, parce que les systèmes d'évaluation des adultes peuvent être tout aussi anxiogènes. Voilà, je ne sais pas si les futurs enseignants dans la salle appréhendent de manière très positive leur première évaluation par l'inspecteur, par exemple. C'est le genre d'événement qui est plus ou moins bien vécu. Et donc, cette capacité à penser la bienveillance, j'étais il n'y a pas très longtemps à l'École supérieure de l'éducation nationale, où on forme justement les inspecteurs et les chefs d'établissement. Et on me disait, il y a eu une discussion sur la bienveillance, et il y avait une question de savoir si la bienveillance était que pour les enfants. Hein, c'est des bonbons Haribo, pour le dire un peu vite. Et donc on voit bien que non, la bienveillance, ça, ce qui est associé à l'exigence, hein, la bienveillance et l'exigence ne s'opposent pas. C'est parce qu'on est bienveillant qu'on sait qu'on n'est pas parfait, qu'on est prêt à l'accepter, mais c'est parce qu'on est exigeant que, n'étant pas parfait, on cherche à progresser. Et les deux vont de pair. Une équipe qui gagne, c'est une équipe dans laquelle il y a suffisamment de bienveillance pour se dire il y a des choses sur lesquelles on n'est peut-être pas complètement parfait, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour progresser. D'accord ? Et donc cette capacité à passer de cette culture de contrôle et de compétition dans lequel non seulement on a des lettres, mais on a également des classements. Et des classements des fois au centième de point. D'accord ? Le classement au centième de point, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose ? Donc il y a un système qui est effectivement anxiogène de par cette compétition, parce qu'il y a effectivement quelques gagnants à la compétition, et il y en a quelques-uns dans la salle, j'en suis sûr, mais il y a aussi des perdants. Et évidemment, il y a forcément plus de perdants que de gagnants. Hein. Si en plus on met les meilleurs tous dans la même classe régulièrement, au bout d'un moment, ils ne peuvent pas tous être premiers. Hein. Je veux dire, c'est assez mathématique comme principe. Donc comment est-ce qu'on crée un système dans lequel, au lieu de mettre les enfants et les adultes en compétition les uns avec les autres, on les met en situation de coopération pour relever des défis qui sont des défis communs. Et donc l'anxiété peut faire partie de ces défis. Et je donnerai juste quelques exemples où il y a des chefs d'établissement, des enseignants et même des personnels autres, de type infirmière scolaire par exemple, qui ont su innover pour penser ensemble ce défi de l'anxiété et par exemple accueillir les petits sixièmes et les inviter à penser des stratégies de relaxation, des stratégies de lutte contre l'anxiété. Et donc des infirmières qui, au lieu d'être en position de soigner les petits bobos dont l'anxiété peut être une des sources, se mettent à essayer de prévenir et à changer complètement la stratégie et à impulser une dynamique dans tout l'établissement. Je voudrais simplement réagir sur l'inspection, François, parce que je crois qu'il y a aussi des inspecteurs très bienveillants. Il y a aussi des enseignants très bienveillants. Non, mais c'est vrai. Alors, je peux vous dire ça d'expérience, c'est une chose intéressante. D'abord, dans le fond des missions de l'inspection, la mission principale actuellement, c'est une mission d'accompagnement. Hein, et ça, c'est une chose qui est très importante. Ça a été extrêmement développé. Je ne veux pas anticiper sur le thème à venir, mais l'accompagnement est au cœur du métier de l'inspection. Alors, deuxième remarque quand même, c'est que ce qui est assez étonnant, c'est que par rapport à l'inspection, il y a un imaginaire de l'inspection qui est très présent chez les enseignants. Je veux dire, j'ai quand même depuis 15 ans, j'ai beaucoup inspecté, et je vous assure que quelquefois, les gens se mettent dans un état épouvantable ou très compliqué avant l'inspection. Alors que globalement, ça se passe bien, je veux dire. On a vraiment une vraie exigence, une vraie bienveillance. C'est des concepts intéressants qui ont dépassé le politique, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque de Najat Belkacem, c'était bienveillance et exigence. On l'a écrit dans nos rapports un très grand nombre de fois. Maintenant, c'est l'école de la confiance. Mais au fond, il y a une vraie continuité par rapport à ça. Et je vous dis, par rapport à... Alors, comment changer les imaginaires ? C'est une question qu'on ne sait pas. C'est très très long de changer les imaginaires. Et je ne sais pas combien de temps il faudra pour changer l'imaginaire de l'inspection. Peut-être l'appeler autrement, mais ça ne suffira pas, je crois. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, le terme même d'inspection et inspecter, il porte quand même des choses qui sont très... de l'ordre du jugement, de l'ordre de quelque chose, d'un regard qui est surplombant et qui va donner un jugement et qui va donner une évaluation précise. Donc, les mots ont une importance, je pense, quand même, hein, aussi. Ouais, si on fait un tout petit peu d'étymologie, 30 secondes, inspectare, c'est regarder dedans. D'accord ? Respectare, c'est regarder derrière. Mais le respect, ça peut être intéressant. On pourrait avoir des respecteurs. Prospectare, c'est regarder devant. On pourrait avoir des prospecteurs. Cum spectare, ça serait regarder ensemble. Et on peut avoir besoin de repenser ces mots-là. Donc je pense qu'effectivement, on a besoin de travailler sur le vocabulaire parce qu'aujourd'hui, les autres ministères qui ont des inspections ont des fonctions qui peuvent envoyer en moyenne les gens en prison.
D'accord ? L'inspecteur de police, l'inspecteur de travail, l'inspecteur sanitaire, etc. Si vous n'avez pas respecté les règles, vous pouvez vous retrouver en prison. Est-ce qu'un inspecteur de l'éducation nationale peut envoyer les gens en prison ? Alors, soit il faut leur donner plus de pouvoir, soit il faut éventuellement changer de nom. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin de travailler sur ces concepts. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de pays qui avaient des inspections et qui les ont fait évoluer, y compris dans leur terminologie. Donc, c'est vrai que l'inspection a évolué dans ses fonctions plus que dans sa dénomination aujourd'hui. Et il y a peut-être un vrai chantier à ouvrir à ce niveau-là. Donc pour reprendre le fil, alors s'il y a la salle qui veut interagir, si jamais, là il y a un premier flot de questions, j'ai fait une synthèse sur des questions, et jamais s'il y a quelqu'un qui veut interagir, juste après, si tu veux bien, juste pour permettre à la salle, il y a des notions qui remontent très fortement dans la question. Ça reprend aussi l'intervention de M. Hervé Karadec que j'ai vu sur YouTube, ou je ne sais plus sur quel site, en ligne sur ISAPE. Première chose, c'est sur le plaisir. On a abordé cette question du plaisir. Des personnes se demandent dans la salle, est-ce que c'est la source ou la cause de l'innovation ? Dans cette position d'innovation, est-ce que le plaisir est vraiment à l'origine, ou finalement elle provoque autre chose après, on trouve du plaisir dans l'innovation? Et deuxième chose aussi, qui reprend aussi des interventions que j'ai vues, dans cette notion de plaisir, etc., s'il y en a qui ont envie de trouver de plaisir dans l'innovation, comment on s'y prend? C'est-à-dire, il y en a qui vont être en poste d'ici peu dans les établissements. Est-ce qu'il y en a qui vont arriver dans différents types d'établissements? L'innovation sous contrainte, l'innovation, est-ce qu'elle est obligée d'être sous contrainte ou pas? À quel moment elle se situe? Donc je reprends, c'est la petite capsule que j'avais vue où vous parliez d'innovation contrainte, et on peut innover aussi dans des endroits où on n'a pas trop de contraintes, on dira. Donc cette notion de plaisir, est-ce qu'elle est la source ou pas? Est-ce qu'on la trouve après quand on innove? Et quand on est jeune enseignant, si on veut aller vers cette notion de plaisir, comment on procède pour basculer dans l'innovation? Je crois qu'elle répond peut-être au départ à une notion de déplaisir ou d'ennui. C'est-à-dire que soit on peut se retrouver confronté, tu en parlais tout à l'heure, à un problème, et du coup on essaie d'y répondre autrement. Ça peut être aussi, donc, d'où la notion de déplaisir en quelque sorte, et ça peut être aussi de l'ennui, et puis on a envie de changer les choses parce qu'on s'installe dans une routine. Alors à la fois du coup ça peut si on change, si on modifie, on crée quelque chose qui est un peu de l'ordre du danger. On se met en danger, on se questionne, mais c'est peut-être là que se trouve la source du plaisir. Enfin bref, ça sera questionné ça, hein. Mais en attendant, je crois que c'est ça, c'est contrebalancer, à un moment ça peut contrebalancer l'ennui. Après, la notion de pourquoi l'innovation, il peut y avoir une question de nécessité. Mais la nécessité, elle peut venir justement de l'intérieur de soi, et on se dit non, moi il faut que je change, il faut que je modifie quelque chose parce que je me sens pas bien par rapport à ce que je fais. Ou c'est la situation qui va nous dire bon, les élèves sont trop absentéistes, les élèves ne réussissent pas assez, enfin ne sont pas, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent nous dire que là il y a une nécessité qui est donc externe et à laquelle l'innovation va répondre. Oui, la dialectique du plaisir, c'est l'œuf et la poule. Hein, ça, je veux dire, le plaisir incite à continuer. Par ailleurs, il ne faut pas tomber quand même dans un monde de bisounours, parce qu'un point qui me paraît important, c'est que quand on innove, on l'a constaté, alors ça, à peu près dans toutes les académies où on est passé, il y a un plaisir des innovants pour montrer ce qu'ils font, pour faire et montrer ce qu'ils font, mais quelquefois, ils doivent aussi être confrontés à des résistances considérables. Ça, faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Je ne veux pas être pessimiste par rapport à ça, mais j'ai un souvenir à Dijon d'un professeur qui avait un projet très intéressant d'un nouvel objet créé avec des classes professionnelles. Et je l'interroge sur comment ça s'est passé, etc. Ben, écoutez, maintenant ça va, mais au bout de 3 mois que j'ai développé ce projet, le chef d'établissement a reçu une lettre très sympathique, signée quand même, en disant que Madame Intel passait tout son temps à faire de l'innovation, qu'elle ne suivait plus le programme, et qu'elle n'assurait plus correctement ses enseignements. Et c'est une chose qu'on a rencontrée. Hein. On l'a écrite un peu d'ailleurs, mais c'est une chose qu'on a rencontrée. Être innovant quelque part, c'est se mettre en avant. C'est accepter aussi de se mettre en avant dans ce que l'on fait. Et dans notre institution, ce n'est pas toujours facile. Il y a des forces de résistance. Et là-dessus, je crois qu'il faut avoir une forme de courage aussi. Mais on ne fait rien sans courage. Enfin, je voudrais juste faire un petit aparté sur la différence entre bonheur et plaisir. Donc il y a un livre de quelqu'un qui s'appelle Lustig, qui est en anglais pour l'instant,
mais il y a eu une interview de lui dans Le Monde il y a quelques mois, qui fait la différence entre les deux. Le plaisir, c'est pas exact. Les réseaux de neurones qui sont impliqués dans le plaisir et dans le bonheur sont pas exactement les mêmes. Et une partie de l'industrie vous vend du plaisir. Il y a plein d'industries du plaisir dans l'alimentation, dans les objets numériques. Il y a plein de formes d'addiction parce que à un petit plaisir, on peut en avoir envie d'encore plus et toujours plus et toujours plus. Alors que le bonheur, il n'y a pas d'addiction au bonheur. Donc c'est intéressant d'essayer de comparer les deux. Et le bonheur, l'une des différences principales, c'est ce qu'il y a du sens dans ce qu'on fait. Donc on peut trouver du plaisir dans des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de sens à long terme. Encore qu'il ne faille pas opposer les deux, évidemment. On peut très bien, c'est pas une ultra ascèse qui vous rendra nécessairement heureux. Mais multiplier les sources de plaisir et s'interroger sur la présence de sens dans ce qu'on fait, ça peut contribuer à cette forme de bonheur. Et je pense qu'il faut vraiment travailler ce concept. Et donc, est-ce qu'on est heureux à l'école, en tant qu'enseignant, en tant qu'apprenant, en tant que chef d'établissement, en tant qu'inspecteur ou prospecteur, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on trouve du bonheur, du sens dans ce qu'on fait? Je pense que c'est des questions qu'il faut vraiment être amené à se poser. Comment est-ce qu'un lieu comme une université peut inviter chaque personne qui y vit ou qui y travaille, qui y apprend, à réfléchir sur ces questions, à la fois pour aujourd'hui et puis éventuellement pour demain, a fortiori si on a la responsabilité d'accompagner d'autres dans cette quête, qui est une quête assez fondamentalement personnelle, mais qui en même temps peut devenir une quête collective. Quand il y a eu des études sur ces sujets, on s'aperçoit que faire des choses avec des gens qu'on aime, ça contribue à ce bonheur, ça contribue à ce sens. Faire des choses créatives, ça contribue à ce bonheur, ça contribue à ce sens. Et faire des choses qui nous dépassent, qui vont avoir un impact qui va au-delà de notre nombril, c'est également très important. Et donc ça, je pense que les gens qui sont dans la salle ont des métiers qui sont, ou vont avoir des métiers, qui sont des métiers dans lesquels on peut travailler ces concepts et on peut inviter la prochaine génération à travailler ces concepts. Oui, simplement un mot sur le développement professionnel dont on parle beaucoup et que je crois qu'il va revenir. Un des grands enjeux de l'école actuellement, c'est de permettre un développement professionnel de tous les acteurs, pas uniquement les enseignants. Et là-dedans, je crois que dans ce développement professionnel, il faut savoir à un moment, régulièrement dans sa carrière, je dis ça particulièrement pour les futurs enseignants qu'il y a parmi vous, se demander où est-ce que j'en suis et quel est le sens de ce que je fais et est-ce que je trouve encore du plaisir dans ce que je fais. Et moi, c'est une question que je pose souvent, d'ailleurs, en rencontrant les professeurs dans le cadre des rencontres de ce qu'on appelle les PPCR. Et on s'aperçoit que quelquefois, finalement, ces interrogations ne sont pas posées. Elles sont extrêmement forecloses. La question du sens de mon action à un moment donné, avec ce public donné, dans le contexte institutionnel qui est celui dans lequel j'évolue. Je vous dis ça maintenant, bon, évidemment, c'est pour vous, si vous projetez dans cette carrière, les choses, ça va de soi quelque part. Mais au fil du temps, et c'est pour tous les métiers d'ailleurs, qu'on soit d'ASEN, qu'on soit recteur, qu'on soit chercheur, à un moment, il faut se demander, est-ce que ça me correspond encore? Ça, c'est une question qui me paraît fondamentale. Oui, je voudrais, Bruno Garnier, professeur à l'ESP de sciences de l'éducation. Je voudrais dire, je suis très reconnaissant à M. Kéradec d'avoir évoqué les résistances. Il se trouve que les cahiers pédagogiques vont faire paraître un numéro au mois de juin consacré aux écoles autrement. Et ils m'ont demandé un article historique un petit peu sur cette question. Et ce que l'histoire nous apprend, c'est quand même que la forme scolaire est fondamentalement et même ontologiquement, je dirais, résistante à toute forme, à toute innovation. Et lorsqu'elle elle-même demande de l'innovation, bien souvent cette innovation ne se trouve pas confortée ni généralisée. Alors quand je dis forme scolaire, je ne cible pas une catégorie, ce n'est pas les inspecteurs, ce n'est pas les chefs d'établissement, c'est l'ensemble, y compris les usagers. La forme scolaire, elle implique aussi les syndicats d'enseignants, elle implique les fédérations de parents d'élèves, elle implique, etc. C'est global. Cette forme scolaire, en fait, elle a été inventée, c'est une invention des temps modernes, c'est-à-dire du XVIIe siècle. C'est Jean-Baptiste de La Salle et puis les écoles chrétiennes qui ont inventé la classe, le regroupement d'élèves par classe d'âge, le maître, les pupitres, la communication, le transfert de savoir, je dis bien, de savoir, de celui qui sait vers les élèves qui ne savent pas et qui apprennent. Bon. Et cette forme est extraordinairement résistante à l'innovation, à tel point que
ceux qui ont le plus innové ont été obligés d'innover en dehors de la forme scolaire. On peut penser notamment à Célestin Freinet, hein, dont on a après coup imité certaines pratiques pédagogiques, enfin, qui lui-même s'est toujours dressé contre l'institution scolaire de son temps, en dénonçant déjà, 30 ans avant Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, hein, la fonction première de l'école, qui est de conserver l'ordre social, de conserver les inégalités sociales, ce que l'école française d'ailleurs fait très bien aujourd'hui, comme le démontrent un certain nombre d'enquêtes récentes. Alors, je voudrais demander à nos invités, qu'est-ce qui vous fait penser que le moment serait venu, là maintenant, d'une refonte de la forme scolaire? Qu'est-ce qui pourrait faire penser que l'innovation, aujourd'hui, à la différence de 5 siècles d'histoire, remettrait en cause tout ou partie de la forme scolaire? Merci. D'abord, ce qui remet en cause, François, tu l'avais évoqué, c'est qu'en 68, on parle beaucoup de 68 actuellement, il y avait 19% des jeunes qui passaient le baccalauréat. Actuellement, on va être à 76-78% en 2018. Ça, c'est le premier défi. Et ça va forcément, ça engendre forcément une réinterrogation profonde des métiers. Le deuxième point, si François tu le développeras, si tu en as envie, c'est le numérique. Le numérique est une opportunité formidable de faire de l'innovation. Ce qui ne veut pas dire que le numérique génère automatiquement de l'innovation. Parce qu'on peut voir des pratiques, je peux vous le dire, que quelquefois on voit des pratiques dans les classes où le numérique est utilisé de la manière la plus inintéressante qui soit. Je vous donne un exemple tout récemment. Je vois un professeur qui finalement a trouvé quelque chose de très malin. Il a trouvé des cours sur Internet. Et il projette à ses élèves des morceaux de cours sur Internet. Mais je pense que ce serait aussi bien si c'était lui qui les faisait. Donc l'usage du numérique, il faut en avoir quand même une approche pertinente, d'où l'importance de la formation des professeurs, d'où l'importance du développement professionnel. Et ça, je crois qu'on en est au balbutiement de l'usage du numérique dans une pratique pédagogique pertinente. Par rapport à ce que vous disiez, juste un mot. Vous savez, une des formulations qu'on avait, c'est que l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Et les systèmes évoluent aussi par leur marge et par les acteurs désobéissants. Puis dernière remarque très courte, oui, c'est vrai qu'il y a dans nos institutions une grande viscosité structurelle, comme on les appelle, assez naturelle, et l'innovation s'inscrit, elle, dans une logique de changement. C'est une excellente question. C'est évidemment un constat qu'on a tous fait, ce conservatisme intrinsèque du système scolaire. Alors, il y a quand même des pays qui ont su changer. Donc ça prouve que l'espoir est permis, y compris des pays francophones, ce qui montre que ce n'est pas uniquement impossible dans notre langue, par exemple. Et il y a effectivement un certain nombre de bouleversements, y compris dans le monde de l'entreprise. Et on a en partie le système scolaire qui est le nôtre, parce que les entreprises ont souhaité avoir des gens qui étaient suffisamment formatés pour, au coup de sifflet, travailler à la chaîne et tous fonctionner comme ça. Donc si la société a besoin de gens plus créatifs, plus innovants, plus épanouis, alors on peut espérer que l'école ait le droit de former des gens plus créatifs et de faire en sorte que leurs formateurs soient aussi créatifs, innovants et épanouis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de formes d'inertie dans la psychologie et dans la sociologie simultanément. Moi, je me suis interrogé sur la psychologie du conservatisme, par exemple en médecine, pour prendre un autre métier. Le cas qui, pour moi, est l'archétype, c'est celui de Semmelweis. Vous connaissez peut-être Semmelweis, c'est le premier à avoir dit, quand on sort d'une salle d'autopsie et qu'on rentre dans une salle d'accouchement, entre les deux, il faut se laver les mains. Louis-Ferdinand Céline a fait sa thèse de médecine sur lui, donc c'est un très beau texte qui raconte très bien cet exemple de conservatisme. Quand il a proposé ça, personne n'a voulu le croire. Le seul qui l'a cru s'est même suicidé. Parce que quand il disait « si vous vous lavez les mains, vous sauverez des vies », les gens entendaient « pendant des années, on ne s'est pas lavé les mains, et donc on a des morts sur la conscience ». Évidemment, c'est un discours qui n'est pas facile à entendre. Et le seul qui l'a compris s'est suicidé parce qu'il s'est rendu compte que l'autre avait raison. Donc on ne cherche pas un suicide en masse, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de changer le système. Néanmoins, l'idée, c'est peut-être que nous avions le système parfait jusqu'à il y a un certain temps. Par exemple, au XVIIIe siècle, décider de former par les sciences
et les technologies, une élite et passer d'une aristocratie à une méritocratie, c'était probablement une excellente idée et je pense qu'on était les seuls au monde à l'avoir fait comme ça à cette époque-là. Donc ça peut être, il y a eu des innovations un peu révolutionnaires en l'occurrence à cette époque-là. Peut-être que notre système était parfait jusqu'à hier. La question, c'est est-ce qu'il sera adapté au monde de demain? Et si on s'interroge sur le monde de demain, on peut interroger l'ensemble des acteurs. Et j'ai eu l'occasion d'interroger beaucoup de gens dans le cadre des 2 rapports que j'ai rendus aux 2 gouvernements successifs. Et en fait, j'ai pas rencontré un niveau qui pense pas qu'il faut que ça change. Et chacun dit, c'est pas nous, c'est les autres qui sont conservateurs. Et c'est intéressant, quand on tend ce miroir aux gens, on leur dit, en fait, tout le monde a envie que ça change. Hein. Et une partie des révolutions, y compris politiques, viennent de la prise de conscience qu'en fait, tout le monde souhaite que ça change. Et c'est vrai qu'intrinsèquement, on peut avoir des formes de c'était mieux avant, qui sont en fait des formes en partie de syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, vous vous en souvenez peut-être, c'est un otage, une otage en l'occurrence, qui est tombée amoureuse de son preneur d'otage. Donc on a effectivement tous plus ou moins survécu au système éducatif et on est plus ou moins tombé amoureux du système tel qu'il est. Et en tout cas, quand nos enfants connaissent exactement le même système que nous, on se dit si c'est le même système que nous, ça va être plus facile, on va pouvoir les aider. Y compris les profs, qui d'ailleurs font très bien réussir leurs enfants dans le système quand il évolue relativement peu. Donc il y a effectivement tout un tas de formes de conservatisme. La question, c'est est-ce que ça suffit dans le monde de demain? Et si on est sélectionné sur notre capacité à mémoriser les solutions d'hier et à calculer, je peux vous dire, mauvaise nouvelle, les machines mémorisent mieux que nous et calculent mieux que nous. Donc si c'est les seules compétences que vous avez vraiment développées, vous risquez fort de vous retrouver au chômage demain. Et donc si vous souhaitez, pour vos enfants, pour vos étudiants et pour l'ensemble de la société, et pour vous-même, quelque chose de différent, d'autres manières d'apprendre. Et aujourd'hui, on apprend tous différemment. On a tous ce genre d'objet pas très loin et on a tous appris quelque chose par son intermédiaire récemment. Donc, si on interroge la prochaine génération sur comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui, on n'aura pas forcément les réponses qu'on aurait obtenues il y a 40 ans ou 100 ans. Et il y a eu un sondage récent, d'ailleurs, qui disait que 95% des 15-30 ans souhaitaient voir le système éducatif évoluer. 95%. Donc à partir de là, on peut leur demander qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. On peut le demander dans un cadre scolaire, on peut le demander à l'ESP, on peut le demander à l'université. Donc une université qui évolue, une université qui apprend, c'est une université qui apprend des besoins de la nouvelle génération et qui travaille avec elle à qu'est-ce que l'université de demain, qu'est-ce que l'école de demain, qu'est-ce que l'ESP de demain. Et donc si on est capable de tous ensemble co-construire demain, alors il y aura beaucoup moins de réticence. Si vous imposez une vision de demain d'en haut, il y a des chances qu'un maximum d'acteurs se braquent. Et ça, on sait très bien faire. Hein. Par contre, si vous êtes capable d'inviter la communauté à se mobiliser sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qu'on ne saurait pas faire seul, et quel type de transformation on peut souhaiter, et pas se faire imposer par telle ou telle entreprise du numérique ou d'autres choses. Donc on a vraiment besoin, je pense, d'intégrer un maximum d'acteurs pour essayer de penser ensemble ce demain. C'est demain. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le mot pédagogie, maintenant, il est utilisé à l'université. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on utilise le mot pédagogie à l'université. Donc il y a bien des choses qui se mettent en place, qui se mettent en mouvement. Je crois que l'essentiel a vraiment été dit. Il y a aussi la notion de mondialisation. Il faut être en compétition avec le monde entier. Je pense que tout le monde à peu près maintenant en a conscience, qu'on ne reste pas même que sur son île ou sur son pays, etc. Et que donc on a affaire à une concurrence mondiale et que du coup, sur ce plan-là, on a besoin d'être à niveau équivalent et donc il faut qu'on change ça. Après, je pense qu'aussi au niveau du système éducatif, une des choses qui peut alarmer le système, notre système actuel, c'est la multiplicité des écoles hors contrat. Et c'est vrai qu'ils questionnent et qui sont... qui naissent pour des raisons différentes. Il y en a, ça peut être pour des histoires de communautarisme. Il y en a d'autres, c'est pour des histoires de bienveillance. Mon enfant dans une école hors contrat, type Montessori, etc., il va y avoir une vraie bienveillance par rapport à lui. Donc ça touche toutes les catégories de la population, ce questionnement par rapport à l'école. Et puis peut-être dernier point aussi, la société française est une société qui a toujours eu un rapport passionnel à son école. Alors avec des points positifs et des points négatifs, parce que quand on est dans la passion, on n'est pas vraiment dans une réflexion
à distance et qui peut parfois créer des choses différentes. Mais je pense que ce que dit François, le fait que si tous les éléments de la société, y compris les parents aussi, se questionnent par rapport à l'école, et que si c'est quelque chose qui émerge des différents questionnements, en effet, c'est peut-être bien quelque chose qui peut marcher pour la suite. Je voulais rebondir sur leur contrat, parce que c'est une question que je connais assez bien. Il faut vraiment se méfier sur... certaines écoles se trouvent très innovantes étant hors contrat. C'est un enseignement qui est complètement parallèle à l'enseignement public. Leurs innovations sont parfois extrêmement inquiétantes. Là, il faut bien... je crois qu'il y a une vigilance qui est demandée au DAZEN, au recteur par rapport à ça. Mais il y a des écoles qui pensent que venir voiler ou venir prôner des discours créationnistes, anti-darwiniens, c'est très innovant. Donc soyons vigilants aussi par rapport à ça. Et ma deuxième remarque aussi portait par rapport à ce que tu disais, François. Je crois que les technologies incitent à repenser complètement l'évolution des publics, incitent à repenser complètement nos manières d'enseigner. Mais je crois qu'il y a aussi, dans l'acte d'enseigner, quelque chose d'intemporel. Je pense souvent à Aristote ou à Platon, quand il enseignait en Grèce, comme ça, en parlant, en marchant avec ses élèves. Il y a des éléments constants aussi qu'on a tendance parfois à oublier dans l'acte. Je crois qu'il faudrait penser ça en même temps qu'on pense la nouveauté, la technologie. Penser ces fondamentaux. Alors, on retrouve un peu d'ailleurs sur l'évaluation des professeurs par rapport à l'éthique. Enfin bon, je ne peux pas développer ça ici, mais je trouve que ce serait extrêmement intéressant. Je crois que bien qu'on soit dans un monde qui change, évidemment, on le dit à longueur de temps, il y a aussi des choses qui sont assez identiques à ce que faisait Aristote en Grèce sous le soleil brûlant du Péloponnèse.